Saviez-vous que votre corps était enveloppé d'un fascinant réseau de tissus qui influencent aussi bien votre posture que vos émotions? Ces tissus méconnus, ce sont les fascias. Et s'ils ont été longtemps ignorés, on découvre aujourd'hui qu'ils pourraient être un élément clé de notre capacité à bien vieillir. Je suis Marine Sanclemente et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour vivre en bonne santé plus longtemps? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts du mouvement, de la santé et de la nutrition dans votre podcast préféré, La Formule Longévité. Aujourd'hui, nous allons explorer cet univers mystérieux des fascias avec une spécialiste de la question, Camilla Gotta. Elle va nous donner toutes les clés pour maîtriser, alors si vous voulez en savoir plus, ça commence maintenant. Bienvenue Camilla. Bien, merci beaucoup. Alors, on va le dire tout de suite pour les auditrices et les auditeurs, on se connaît. Donc, on va pas faire semblant de se vouvoyer pour cet épisode. Mais en revanche, je vais commencer par te présenter rapidement. Alors, Camilla, tu as une formation initiale en danse contemporaine et danse classique. Ensuite, pendant 20 ans, tu t'es formée à plein de disciplines différentes. Le pilate, l'abdologie selon la méthode du docteur de Gasquet, l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé et ce dont on va parler aujourd'hui plus en profondeur, la fasciathérapie. Alors déjà, pour faire une petite mise à niveau pour tout le monde, peux-tu nous expliquer le plus simplement possible ce que sont les fascias? Les fascias, je vais partir au départ de l'étymologie. Je suis quelqu'un que j'aime bien parler des mots. Et vient du mot fascia, qui du latin veut dire entouré, bandage. Et du coup, c'est simplement quelque chose qui entoure. Et donc, c'est un tissu qui est une toile qui entoure toutes les parties de notre corps. Ça veut dire que ça va entourer les muscles, les os, les nerfs, les tendons, les ligaments et tous les organes aussi. Donc, c'est un tissu qui est partout. C'est une toile qui transmet aussi des informations, sépare chaque élément et en même temps, il fait la relation entre toutes les parties parce qu'il est dans un système, ce qu'on appelle tenségral, qui est un système de tension ou quelque chose comme un pull. Si je tire un fil quelque part, tout le pull, elle va être mis en jeu dans cette chose. Alors, pour qu'on ait une idée, ça représente quoi à peu près dans le corps d'un adulte? Non, en termes de kilos ou de... Les kilos, ils dépendent de qu'est-ce qu'ils entourent. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont plus spécifiques. Les fascias sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'il y a des parties qui vont être plus légères, selon leur constitution, des parties qui vont être plus lourdes. Par exemple, les fascias qui entourent un foie, alors qu'un fascia qui entoure le périoste, qui entoure les os, par exemple, il est plus léger. Donc, en général, on dit qu'on pourrait enlever toute la partie interne du corps et que si on gardait que les fascias, le corps il garderait la même forme. D'accord. Et justement, le docteur Aida Rolf, elle disait les fascias sont l'organe de la forme. Et de quoi ils sont composés, ces fascias? Majoritairement de collagène, ensuite d'élastine, et puis c'est des fibres, de différentes fibres réticulaires qui, selon comment ils sont composés. Mais la majorité, c'est vraiment le collagène qui est constitué, qui se constitue par les fibroblastes dans la partie embryonnaire en fait au 10e mois de la vie, et qui va constituer tout le reste des tissus. Et du coup, on sait qu'on perd du collagène avec l'âge. Quel impact ça a sur les fascias? L'idée, c'est que en perdant le collagène, le fascia, il va perdre cette élasticité, il va perdre cette capacité de séparer les structures, cette capacité de transmission. Ça peut donner, par exemple, dans la vie, etc., on dit qu'en plus on vieillit, on a plus de douleurs. Ça peut donner des douleurs, alors qu'il n'y a pas forcément une pathologie réelle de quelque chose, par exemple au dos. Mais ça a vraiment cette capacité d'être, des transmissions. Et du coup, quand un fascia, il va perdre en collagène, il devient plus dur. Et du coup, comme un tissu de animal, en fait, il va être plus dur, comme un cuir. Quand il n'est pas hydraté, il devient dur.
C'est un petit peu la même chose. Et comment on sait si nos fascias sont en bonne santé? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'on peut faire des tests, des analyses? Pour le moment, les fascias, on peut faire des tests à travers les échographies. C'est-à-dire que les échographies, justement, par rapport à des muscles, si on prend le fascia musculaire, on peut voir s'il y a un épaississement, il devient plus épais. Donc là, on peut le voir à travers des échographies, on peut le voir à travers l'IRM, ou sinon, tout simplement, en voyant est-ce que je bouge avec facilité ou je ne bouge pas avec facilité. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça veut dire est-ce que je suis élastique pour pouvoir me plier et attraper quelque chose qui m'est tombé. Mais ça n'a rien à voir avec la souplesse. Par exemple, des gens vont se dire « mais moi, j'arrive pas à faire le grand écart ». Est-ce que ça veut dire que mes fascias sont en mauvaise santé? Ni. Alors, ni, c'est le mot de Camilla pour dire ni oui ni non. Exactement. Le ni, c'est ni oui ni non. Dans le sens que la souplesse va avoir aussi avec le fascia. Ça veut dire que un tissu qui est pas assez élastique, justement, le fascia, s'il n'est pas assez élastique, s'il n'est pas assez hydraté, s'il n'y a pas assez de collagène, il va être plus rigide. Donc, vu qu'ils entourent, par exemple, les muscles, ça va pas être plus difficile pour faire un grand écart, si on doit faire un grand écart, mais simplement pour se plier, par exemple, pour ramasser quelque chose. Alors que si, au contraire, il va être trop laxe, c'est-à-dire qu'il y a trop de capacité, en fait, de collagène à être presque trop liquide, là, du coup, il va plus faire aussi son autre rôle qui est un rôle de contenance et d'amortisseur. Donc, le trop, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément nécessaire faire un grand écart. Alors, il y a eu un super documentaire Arte sur le sujet des fascias. Je vous invite tous à le regarder. C'est disponible sur YouTube. Et un des scientifiques interviewés disait que les fascias étaient les grands oubliés des anatomistes. À ton avis, pourquoi ça ? Alors, ça a été, si on reprend les vieux livres de l'anatomie, alors l'anatomie telle que nous la connaissons dans la médecine, on va dire, occidentale, qui est née autour pendant la Renaissance, grâce aussi à Leonardo da Vinci, au dessin de Leonardo da Vinci, après ça a continué. Au départ, ils y étaient dans les atlas d'anatomie. Et puis, au bout d'un moment, en XVIIIe siècle, en fait, quand on a commencé à faire beaucoup de progrès dans la chirurgie, qui sont très bien, les chirurgiens, ils s'en battaient contre ce tissu qui n'avait pas un rôle vrai. Il n'était pas contractile. Il n'avait pas une fonction d'un organe. Il entourait, par exemple, un organe. Donc, au bout d'un moment, ils nous embêtaient un petit peu. Donc, on les a commencé à enlever des atlas d'anatomie jusqu'à quand, heureusement, il y a des médecins qui ont commencé à retravailler dessus, notamment aussi particulièrement dans les dernières années en France, Jean-Pierre Gamberto, et en Italie, Carla Stecco, qui sont des chirurgiens qui ont commencé à parler justement à faire des recherches scientifiques autour des fascias. Alors justement, on voit bien que c'est un sujet qui est très présent dans les recherches actuellement. Quelles sont les grandes découvertes qu'il y a eu autour des fascias ces dernières années pour toi ? Qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne savait pas avant ? Qu'en fait, il est partout. Déjà, ça, c'est la grande chose. Et que c'est un tissu qui s'est créé très proche, en fait, dans l'embryon, en fait, dans le mésoderme. Et le mésoderme, ça va être justement tout ce qui va créer ensuite le mésenchyme, en fait, qui va créer le mésoderme. Et du coup, tous les tissus qui vont être du système nerveux, aux muscles. Et du coup, on comprend que le fascia, il est partout. C'est-à-dire qu'on a différents types de fascia, mais ce fascia, il est juste en dessous de la peau. Donc, on a notre peau dans les couches superficielles de la peau. Et ensuite, on va être à fur et à mesure partout. Ça veut dire qu'il va entourer chaque muscle, chaque fibrille, donc chaque fibre musculaire, chaque nerf. Même un nerf, il n'est pas tout seul comme ça. Le système, d'électricité du nerf, il est entouré d'une gaine, et cette gaine, c'est du fascia. Les os ont une fascia, ça s'appelle le périos, etc. Donc, il est vraiment partout. Les organes ont un fascia aussi. Et chaque partie va être différente, elle va avoir une intelligence différente par rapport au rôle qu'il doit jouer. Et tu parlais du système nerveux. Est-ce que, par exemple, si on est très stressé dans notre vie quotidienne, ça a un impact sur les fascias ? Ça a un impact indirect, mais dans le sens que le fascia, il est ce qu'on dit qu'il est plus en lien avec le système nerveux, parce qu'en fait, les nerfs passent par les fascias.
il est vraiment innervé par les fascias. Donc, quand on parle, et notamment, c'est surtout le fascia superficiel, c'est celui qui a moins de collagène, à différence du fascia profond, que c'est celui qui en a plus. C'est là, en fait, qu'on a tous les nerfs. Et donc, le moment où on est, dans un état de cortisol très élevé, donc de stress très élevé, ils vont s'endurcir parce que il manque justement le liquide du collagène et donc cette capacité d'une substance gélatineuse à se rendre un petit peu plus liquide. Donc, va avoir avec, par exemple, un épaississement, par exemple, du tissu autour du cœur, par exemple le péricarde, qui peut se serrer autour, qui n'est pas un problème au cœur directement, mais qui peut avoir des conséquences sur par exemple, sur la respiration. Ou si je pense la plèvre, qui est un tissu, en fait, facial, justement, autour du poumon, pareil, qui peut s'endurcir un petit peu et empêcher la respiration. Les fascias, par exemple, les fascias du dos, comme le fascia thoracolombaire, pareil, qui va créer un endurcissement et du coup avoir des douleurs au dos et est-ce qui vient d'abord l'œuf ou la poule? Donc, c'est en fait le fascia aussi qui peut nous donner des douleurs chroniques comme le mal de dos. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que pour des années, par exemple, on se disait mal au dos, on pensait tout de suite à les pathologies comme une hernie discale. Et plus les avanciers, en fait, on avance, plus on s'aperçoit que des fois, il y a des gens qui souffrent des très grands mal au dos et qu'en fait, ils n'ont pas spécifiquement une hernie discale, mais c'est le tissu, notamment le tissu thoracolombaire, qui va être beaucoup plus épaissi et du coup, ça ne permet pas, en fait, à chaque structure, à chaque muscle d'être indépendant l'un sur l'autre. Et alors, pour nos auditrices et auditeurs qui se demanderaient comment on prend soin de ces fascias, est-ce qu'il y a une alimentation à privilégier? Est-ce qu'il y a des pratiques sportives qu'il faut faire plutôt que d'autres? Alors, déjà, moi, je dirais l'alimentation, forcément une alimentation saine, ça veut dire qu'on est omnivore. Oui, désolée, sur ce podcast, on va pas vous dire d'aller au McDo, on se répète, mais voilà. Voilà, effectivement, et une alimentation qui va couvrir tous les besoins, ça veut dire en vitamines, en protéines, autant animales que végétales, et une partie aussi d'autres protéines qui peuvent être données par les céréales, mais toujours la protéine animale, c'est ce qu'on sait qui va créer le plus le collagène. Mais avant tout, c'est vraiment le mouvement. C'est-à-dire que les fibroblastes, c'est ces cellules qui vont créer le collagène et du coup la constitution du fascia, c'est vraiment le mouvement. Plus on reste en mouvement, plus le fascia il va être en bonne santé. Et ensuite, les massages, mais pas forcément directement un massage. Ça peut être aussi d'autres choses parce que ils vont liquéfier, on va dire, la substance gélatineuse du fascia, donc le collagène, et par une action qui s'appelle un mot que il faut sortir en société, qui s'appelle la thixotropie. D'accord, retenez-le. Hein? Retenez-le bien. Voilà, la thixotropie qui est cette loi physique par laquelle en mettant une force, on va liquéfier une substance gélatineuse. Exemple, on parlait du McDo. Pour mettre mon ketchup sur les frites, il faut que je secoue ma bouteille de ketchup pour que le ketchup sorte de la bouteille et il soit plus liquide. Et donc, qu'est-ce que c'est les forces? Ces forces-là, c'est le mouvement. Et c'est, par exemple, un massage, des mains extérieures, des balles. Alors justement, oui, qu'est-ce que tu penses de tous ces pistolets ou ces balles de relâchement qu'on nous vend un peu pour détendre les fascias? Est-ce que c'est utile? Oui et non. Et non. Dans le sens qu'il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'on sait de plus en plus ce qu'on appelle le fascia fitness, qui est tout ce travail qui a été mis en avant par Robert Schleip, avec mon super accent allemand que je n'ai pas, qui est cette idée qu'un fascia, pour qu'il soit en bonne santé, il a besoin de contraction, il a besoin d'être relâché, il a besoin de ce qu'on appelle tout le travail en gravité, donc les rebonds, donc les sauts, les choses d'impact, et y compris notamment justement le massage et du coup par exemple les balles. Or ça dépend des balles. Ça veut dire que si j'ai des balles trop dures, par exemple certaines fois
Il y a, oui, les balles de massage, mais lesquelles? C'est-à-dire que si c'est une balle qui est complètement dure et qui n'a pas capacité de s'écraser, comme par exemple une balle au caoutchouc, il y en a des différentes marques, je pense qu'on va pas dire les différentes marques ici, on a besoin en tout cas d'une substance, d'une matière qui est capable d'absorber en fait le corps et le poids du corps. Quand au contraire on a quelque chose de dur, en fait on va obtenir exactement le contraire, parce que pour le cerveau, dès que j'ai mal, il va mettre en acte ce qu'on appelle le réflexe myotatique, donc le stretch réflexe, parce que c'est un danger. Donc quand on appuie trop sur un muscle de manière violente ou forte, le cerveau va donner l'ordre aux fibres musculaires de se contracter. Or, si je veux les relâcher parce que je veux relâcher les fascias autour, j'obtiens exactement le contraire. Donc oui, des balles, mais des balles qui ont une consistance plutôt souple, élastique, et non pas des balles de dur. Et tu parlais de l'impact, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans les tendances du sport, on parle plutôt du low impact ou du sans impact. Pour les fascias, il faut de l'impact. Pour les fascias, il faut de l'impact. Alors quel impact? Ça veut se dire, c'est pas faire des gros sauts et pour partir exactement, mais plutôt juste par exemple de petits très bons, de petits. Robert Schleip, il dit que c'est sain sauter à la corde tous les jours, 20 minutes par jour, ce serait ça. 20 minutes. Ah voilà. Oui, il faut quand même. Voilà. Après, mais des petites sauts, ça peut être des petites sauts. Et ce qui est très drôle, c'est que quand même dans des techniques qu'on appelle plutôt douces, comme le pilates, en fait, il y a des choses de rebond, il y a des petites sauts. C'est possible de travailler les fascias dans une seule continuité de longueur. Il y a des techniques qui travaillent justement sur ça, mais ça veut dire qu'on va travailler une seule qualité du fascia. Or, le fascia, il a plusieurs qualités. Il a aussi cette qualité de contractile, en fait, parce que vu qu'il entoure les muscles, vu qu'il entoure chaque fibre musculaire, a besoin aussi des contractions. Donc, si je fais que de la lenteur, et qui est très bien, je vais travailler une seule qualité du fascia. Or, le fascia, il a besoin de tout. Pareil, si je veux faire que de l'étirement, ça va travailler le fascia, parce que c'est impossible de pas faire travailler le fascia. Dès qu'on travaille le muscle, on travaille indirectement les fascias, mais on va travailler qu'une seule. Et l'idée, c'est que pour le maintenir en bon état, il faut qu'il puisse être travaillé dans toute cette panoplie de possibilités. En termes de chronologie, est-ce que quand Joseph Pilates a fait le répertoire, a imaginé le répertoire classique des mouvements d'exercice, est-ce qu'il avait conscience des fascias? Je pense pas directement, parce que lui, il a fait très peu de recherches scientifiques, mais il était capable de s'entourer des gens. Il avait travaillé aussi, il avait connu, on sait qu'il avait connu Alexander, il avait connu Moshe Feldenkrais et tout ça. Et je pense que c'était quelqu'un qui il avait cette intelligence du corps et donc d'explorer à travers son corps. Et c'est pour ça que même dans le répertoire classique par exemple du tapis, ce qu'on appelle le mat, il y a beaucoup de travail de rebond. Il y a les roulades roulées sur le dos, ce qui donne l'impact. Donc je pense qu'il avait cette intuition en fait qu'il a fait. Sans avoir des recherches scientifiques. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de soins qui travaillent les fascias. Je pense au Moon's Floor, je pense au Myofascial Release, au Rolfing, dont tu es une spécialiste française. Comment on s'y retrouve dans tout ça ? C'est ce que je disais, ça veut dire que il est tellement partout que chaque technique va travailler une particularité. Si on prend le Moon's Floor, déjà c'est que du travail en mouvement, il va travailler dans la lenteur. Donc il va travailler plutôt ce qu'on appelle le fascia superficiel. Si on va dans le travail de myofascial release ou fascia manipulation ou rolfing, justement dans le rolfing, on va travailler beaucoup plus ce qu'on appelle le fascia profond et on va dans la manipulation parce que là on va travailler sur le massage justement pour relâcher, alors qu'on n'a pas tout à fait de mouvement. Il y a des mouvements à l'intérieur, mais du coup, chaque technique va travailler une qualité du fascia. Toi, en tant que thérapeute, est-ce que tu as observé des transformations assez impressionnantes après un travail sur le long terme sur les fascias? Parce que, alors, pour nos auditeurs et auditrices, il faut dire que le rolfing, on ne fait pas une séance comme un massage comme ça, c'est un cycle de 10 séances.
Donc, est-ce que ça laisse le temps de voir aussi des transformations? Ça laisse le temps et puis surtout, on sait que, comme on se disait tout à l'heure, le fascia, il est en lien avec le système nerveux. Donc, il y a besoin de ce temps d'intégration. Donc, Ida Rolf, au départ, la méthode, elle s'appelait justement intégration structurelle. Et entre chaque séance, il y a du temps qui va entre 15 jours à 3 semaines pour que le corps aille aussi le temps de changer, de prendre en compte, d'intégrer les informations. Souvent, j'ai eu aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, en fait, j'étais très fatiguée pour 3-4 jours. » Et pourtant, on n'avait rien fait. D'autres qu'elles peuvent me dire « J'ai eu des courbatures comme si j'avais fait du sport. » Parce que simplement, on met les tissus là où ils devraient y être et du coup, ça va créer du travail musculaire parce que le muscle, il se sent tiré ailleurs. Du coup, il y a vraiment besoin de ce temps d'intégration et c'est pour ça qu'Ida Rolf avait créé ce protocole de 10 séances. Bon, parce que d'abord, elle était médecin, donc je pense qu'elle avait besoin de créer un protocole, différentes d'autres techniques, et aussi pour se dire, donner des clés pour que la personne travaille toute seule et non pas à infinitis, en fait. Alors, quand j'ai fait mes recherches pour préparer cette interview et que je me suis un peu renseignée sur le rolfing, j'ai découvert, alors je lis mes notes, que le rolfing était reconnu comme une pseudo-science et a été qualifié de charlatanisme. Donc, ça m'a un peu étonnée. Pourquoi on lit ça? Est-ce que le rolfing, ça relève du réalignement des champs d'énergie et de l'ésotérisme plus que de la preuve scientifique? Alors, il faut partir du début de comment a été créé par Ida Rolf, donc qu'elle était médecin et biochimiste, en fait une des premières femmes à s'être diplômée en médecine en fait en 1926. Donc ça remet beaucoup dans le passé et elle travaillait à l'Institut Rockefeller et notamment dans le service d'oncologie. Et elle avait commencé à travailler comme biochimiste en fait sur le tissu facial justement au milieu du cancer. Donc, elle a commencé cette recherche-là. Et puis, elle avait connu Steele, qui est l'inventeur de l'ostéopathie. Et elle avait commencé à travailler beaucoup en ostéopathie. Et elle s'est mise à travailler sur ça. Mais de manière pour le moment empirique, c'est-à-dire qu'on n'ouvrait pas encore pour voir qu'est-ce qui se passe pendant que je manipule quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Chose qu'on peut faire maintenant un petit peu différemment, au cas où on peut en parler après. Et du coup, elle a commencé à créer pas tout à fait la méthode, mais juste à commencer à travailler cela. Et elle s'était aperçue qu'elle s'est dit, OK, mais ce fascia, il est dans notre corps. Et nous, qu'est-ce que c'est la force qui est tout le temps constante? Et en fait, c'est la gravité. Ça veut dire que nous vivons dans un champ de gravité. La lumière change, la pression change. Ce qui reste constante, c'est la gravité. Nous bougeons comme nous bougeons grâce à la gravité. Si on est l'être humain, justement, quand il va sur l'espace, il est obligé de sauter. Nous pouvons faire de la marche parce que nous sommes en gravité. Donc, elle a voulu travailler sur les fascias dans ce contexte gravitaire et donc de réaligner le fascia dans un contexte d'alignement gravitaire. Or, ensuite, après, elle a développé dans les années 50 et l'Institut a été créé dans les années 60 à Boulder, dans le Colorado, en plein milieu hippie. La terre du New Age. La terre du New Age. Et il faut se dire quand même que c'était, effectivement, on était dans de grandes périodes de changement et donc il faut le remettre dans ce contexte-là. Mais l'idée, c'était pas réaligner dans une force cosmique, mais purement réaligner en gravité. Ça veut dire comment la posture, et c'est pour ça que c'est vraiment, elle dit que c'est un travail d'éducation, elle disait, parce que la pauvre, elle disait c'était un travail d'éducation posturale et de remettre le tissu facial dans le contexte de gravité. Tant est qu'elle disait que c'était le thérapeute à la gravité, c'était pas nous. Et par exemple, il y a d'autres techniques, par exemple la fasciathérapie de Daniwa ou la fasciaposologie de Carini, qu'ils ne mettent pas le fascia dans le contexte gravitaire. Le grand changement et la grande différence du rolfing, c'est ça.
Donc, il faut que Wikipédia change sa page, c'est ça? Oui, il faut que Wikipédia... on l'a comme association française de rolfing, on le demande beaucoup, mais ça c'est... Surtout qu'en France, on n'est pas beaucoup. Donc, en Allemagne, c'est reconnu. En Suisse, c'est reconnu. En France, on est encore 24 Pékin. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup, mais on essaye justement. Il y a une fédération exprès pour rendre professionnel et justement éviter la page de Wikipédia. Alors, on entend parfois dire que les fascias, c'est notre deuxième peau ou notre sixième sens. Comment t'expliques ça? Le sixième sens, parce que justement, les fascias sont en lien avec le système nerveux. Donc, et que le fascia a à voir avec le toucher. Or, le toucher, c'est le premier sens que l'être humain crée. En embryon, on est touché, en fait. Et on commence à séparer moi du monde extérieur grâce à la peau et grâce au toucher. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que c'est notre sixième sens. Des fois, on peut avoir quelqu'un qui passe à côté et juste on a les poils qui s'hérissent ou on se dira il y a quelque chose qui arrive de côté. Simplement parce que c'est un sens qu'on est en train de beaucoup d'oublier. Je pense qu'on est en train de revenir, mais qui est fondamental pour l'apprentissage. On l'a vu par exemple. Je fais mon écarté, mais par exemple avec quand il y a eu le période de confinement, qu'on était en manque de se toucher, notamment pour les bébés et pour les enfants, les jeunes enfants, qui a créé justement une problématique dans la découverte du monde, parce qu'on pouvait pas toucher par terre, on pouvait éviter de faire plein des choses, alors qu'elles sont fondamentales en fait pour nous. On apprend beaucoup à travers le toucher. Alors, en kiné et en ostéopathie, on parle beaucoup de la mémoire des tissus. Est-ce que les fascias gardent une trace de nos blessures ou de nos traumatismes? On dit ça. Pour le moment, il n'y a pas des recherches scientifiques purement sur ça. Moi, personnellement, je le lis plus au niveau du système nerveux. Ça veut dire que si le fascia, il est innervé par les nerfs et que les nerfs, ils gardent et le toucher, justement, la peau, garde en mémoire quelque chose, un aspect traumatique. Simplement, j'en sais rien. J'ai eu un accident de voiture. La voiture, elle m'est arrivée de droite. Et tout mon fascia de droite, il va être rétréci, épaissi, parce que je peux plus investir le côté droit parce que j'ai en mémoire cet traumatisme-là. Traumatisme sur le sens large. Moi, je le mets plus en lien vraiment avec le système nerveux et du coup, avec cette capacité de notre cerveau à, entre guillemets, à nous protéger, parce que c'est exactement ça. Mais on n'a pas directement des avancées scientifiques sur ça. On a des avancées scientifiques d'un point de vue plus biomécanique, comme Gamberto, qui a fait justement une magnifique... il a fait différents DVD. Un il s'appelle Promenade sous la peau. Donc, ils ont été mis des caméras sous un avant-bras, toutes petites, pour voir les voyages justement de ces fascias. Et pendant qu'on les manipule. Robert Schleip, qui a été un de mes enseignants, justement de l'Institut de Rolfing, qui travaille avec l'université de Ulm, il a fait, par exemple, de travail avec des chirurgiens, lui manipuler pendant qu'ils opéraient pour voir, c'était une chirurgie au niveau du canal carpien, pour voir si ça pouvait aider. Il y a des fois, ça peut aider avant, puis des fois, en fait, c'est déjà trop tard, et donc là, il faut effectivement opérer. Je pense que l'idée, c'est ne pas d'être une chose ou l'autre, c'est toujours comment les choses travaillent ensemble. Et ensuite, comme je disais, Carla Stecco avec l'université de médecine de Pavie, qui a travaillé sur tout un atlas de fascia. Chaque fascia a un nom? Chaque fascia a un nom dans le sens que c'est par rapport à ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'il y a le premier fascia, c'est ce qu'on appelle le fascia superficiel, superficialis, qui est celui juste en dessous de la peau. C'est celui qui est plus en lien avec le système nerveux, mais moins hydraté en collagène. Ensuite, on a le fascia profond, qui est celui qui vient juste après et qui est celui qui commence à entourer le muscle. Lui, au contraire, il est
blindé de collagène. Donc, travailler en mouvement. Le mouvement, c'est la meilleure manière pour hydrater les fascias. Ensuite, on a des fascias, ce qu'on appelle les fascias internes, qui c'est les fascias qui séparent les organes. Par exemple, le sac péritoine, c'est un fascia. Hein, le sac de nos organes. Ensuite, on a le fascia de viscéral. Ça veut dire que chaque fascia qui entoure, en fait, par exemple, un foie, un rein, il y a cette petite pellicule. Je peux faire un exemple qui n'est pas forcément hyper glamour. Oui, on aime quand c'est pas glamour. Qui est là, tout le monde, en fait, connaît les fascias. Si au moins une fois dans sa vie a cuisiné un filet de poulet, quand on coupe notre filet de poulet, on a cette petite pellicule transparente par-dessus et ça, c'est le fascia. Donc, voilà, ça, c'était plutôt le fascia profond. Donc, du coup, je disais de chaque organe. Et ensuite, on a le fascia méningé qui est le fascia, en fait, qui entoure notre cerveau. D'accord. Voilà. Bon, ça va. On a vu pire comme pas glamour. Voilà. Oui, le poulet. Oui, bah, ça dépend parce que c'est, voilà, peut-être. Mais, Camilla, on touche à la fin de cette exploration. J'aimerais, pour finir, te demander s'il y a un mythe ou une idée reçue que tu aimerais vraiment déconstruire à propos des fascias. Bah, cette idée que, pour moi, on peut travailler le fascia tout seul. Ça, pour moi, c'est un mythe. Je vais faire, un travail qui travaille sur ça. Ben, en fait, le fascia, il travaille avec tout. C'est-à-dire qu'il va travailler avec les muscles, il va travailler avec les organes, il va travailler là, avec la respiration, il va travailler avec le système nerveux. On peut pas travailler tout seul. Ça veut dire que déjà, y compris en mouvement, on ne touche pas. Quand on enseigne, si on va, dans mon cas, à travailler plus en fasciathérapie avec des manipulations, des massages, réellement, on touche la peau. En fait, je peux pas toucher réellement les fascias. Mais Hubert Godard, qui est un professeur universitaire, qui était un de mes enseignants, il disait, c'est à travers l'imaginaire qu'on touche la réalité. Mais c'est l'idée que le fascia, il travaille avec tout et qu'il connecte avec tout. Et donc, c'est ça la chose intéressante. Donc, moi, quand j'entends, oui, je vais travailler que ce fascia, je me dis, mais en fait, c'est un mythe. On va mettre l'attention sur ça, mais le fascia, il connecte le tout et c'est travailler avec le tout, y compris en mouvement. Quand on travaille en mouvement, c'est pas vrai qu'on se coupe de son système nerveux, de son cerveau, de ses pensées, de ses émotions. Donc, et c'est la beauté justement du fascia, c'est qu'on est un tout, on est un être vivant total en fait. Super. Alors, avant de se quitter, sur ces belles paroles, j'aimerais te poser les 3 questions signature de la formule longévité auxquelles je vais te demander de répondre aussi instinctivement que possible. Camilla, si tu pouvais remonter le temps et revivre une année de ta vie, quel âge choisirais-tu ? Oh, belle question. Je pense que tout en fait. Je suis quelqu'un d'assez positive et du coup, je me dis que je sais pas s'il y a une année que j'ai préféré une que l'autre. Première, une comme ça instinctive pourrait être le moment de la naissance de ma fille. Donc justement, on sent la vie. Mais aussi mes études, le déménagement de l'Italie à l'Angleterre, de l'Angleterre à l'Italie, de l'Italie à la France. Donc je peux pas choisir. Pour certaines choses, on pourrait dire c'est 20 ans parce qu'on était en pleine forme, mais en même temps, j'aime plus proche des cinquantenaires maintenant comme je suis que quand j'étais à 20 ans. Peut-être j'ai pas répondu à ta question, Marine. Je suis vraiment désolée. C'est une très bonne réponse. J'en ai une seconde pour toi. Est-ce que c'est important de vivre longtemps ? Longtemps, non, mais bien oui. Je pense que c'est plus ça, en fait, d'être heureux, de chercher effectivement de chercher d'être heureux, parce que on n'est pas heureux tout le temps, mais pouvoir voir effectivement dans certains moments de la gratitude, de l'espoir, même dans des moments de tristesse, et puis vivre les moments de tristesse, parce que c'est fondamental vivre les moments de tristesse. Et longtemps, non, mais de bien vivre, en fait, chaque moment, en fait. Et quelle est ta formule longévité pour une vie aussi heureuse et épanouie que possible ?
je vais dire un mot très, très, très jeune. Kiffer la vie, en fait. Kiffer la vie. On va finir là-dessus. Hein. Merci beaucoup, Camilla. Merci, Marine. Où est-ce que les auditrices et auditeurs peuvent te retrouver? Sur le site, justement, de l'Association française de rolfing, qui est www.rolfing.fr. C'est très simple. Chaque pays, c'est rolfing. quelque chose. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller encore plus loin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à vos proches, à vos amis et à nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça compte beaucoup. Et abonnez-vous si vous avez envie d'être au courant de tous les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!